Bien, je vous propose de vous installer. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Ayant le quorum, nous allons pouvoir commencer les travaux du conseil municipal. Nous avons un certain nombre de pouvoirs. Pouvoir de Jean-Pierre Payette, donc il m'a donné son pouvoir, le pouvoir de Sylvie Champ à Aurélie Hamel, le pouvoir de Jean-Michel Godet à Jackie Bertrand, le pouvoir de Catherine Lazzarotti à Lydia Brotos, le pouvoir de Françoise Sevin à Muriel Duny, le pouvoir de Laurent Lalouel à Christine Vasse, le pouvoir d'Éric Didier à Alain Adam, et le pouvoir de Géraldine Roche à Fabienne Delay. Personne n'a, en plus de tous ces pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires? Ok, très bien. Donc, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Aurélie, si tu veux bien. Je t'en remercie. On passe à l'approbation du compte-rendu de la précédente séance. Est-ce qu'il y a des observations? On fait un peu une obsession, mais j'avais évoqué les TINI sur la baronnie, je ne l'ai pas vu dans le compte-rendu. Voilà, tu as fait une réponse comme quoi il y avait un courrier qui était sur le devenir de la partie nord, et en fait ça avait été évoqué en conseil, et je ne l'ai pas vu sur le compte-rendu. Voilà. Non, c'était pas dans les points de l'ordre du jour, c'est pour ça sans doute. Non, que ça dans la question diverse, je pensais que ça pouvait être. Ouais, c'est bien de donner la réponse, comme ça okay, tout le monde a la réponse que tu avais donnée. Ok. Voilà, merci. C'est plus de l'éco-village ailleurs que des tiny house en elles-mêmes. C'était plus de l'éco-village, plus important que les tiny house en tant que tel. Ok. Donc, par rapport à l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y a 2 points à aborder. Donc, un point relatif à l'avis sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été arrêté par la communauté de communes à l'unanimité le 15 mai dernier, donc jeudi dernier. Les communes ont 1 mois pour délibérer, donc nous on délibère peut-être les premiers, je ne sais pas d'ailleurs. On délibère rapidement en tous les cas. Et puis une subvention exceptionnelle en faveur de l'association ADN Photo dans le cadre du Sentier des Arts qui s'est d'ailleurs très bien passé. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Donc concernant le PLUI, on va passer les diapos principales que nous avions passées à l'occasion des réunions publiques qui étaient ouvertes. La réunion publique était ouverte aux élus municipaux comme intercommunaux d'ailleurs. Donc tous les élus communaux ont été invités. Ce qu'on peut dire quand même en liminaire, c'est que c'est un travail qui est un travail très itératif, mais qui dure depuis près de 4 ans, qu'on en est à une 50aine de réunions. 19 réunions de COPIL, des rencontres individuelles avec chaque commune à plusieurs reprises, 5 réunions des personnes publiques associées, 6 réunions publiques et un événement public supplémentaire, plus d'ailleurs donc des permanences qui ont été ajoutées pour pouvoir répondre à des demandes plus individuelles qui ne s'étaient pas exprimées dans le cadre des réunions publiques. Voilà. Donc, sur les points essentiels du PADD, puisqu'on les a déjà abordés à certaines reprises, soit en commission d'urbanisme élargie, soit à l'occasion des réunions publiques, soit donc également d'ailleurs les réunions publiques qui ont été aussi ouvertes à la population, qui donc étaient ouvertes aussi évidemment aux conseillers municipaux. Donc, rappeler simplement la composition de notre territoire rapidement avec la particularité des 2 pôles principaux de Courseulles-sur-Mer et de Douvres-la-Délivrande. Donc au titre de la polarité que souhaite le SCOT de Caen Normandie Métropole, donc l'essentiel des projets d'urbanisation du territoire de Cœur de Nacre doivent se dérouler dans ces 2 communes qui sont donc pôles principaux. Donc ce qui donne un certain nombre de perspectives pour les communes, ce qui leur donne aussi un certain nombre d'obligations. Donc sur les grandes lignes du plan d'aménagement et de développement durable qui a participé finalement derrière à conduire tous les travaux qui nous ont amenés à l'arrêt du PLUI très récemment le 15 mai. Donc il y avait 3 axes principaux. Un axe qui concerne, voilà, merci, qui indique donc qu'on souhaite un territoire qui concentre dynamisme et ouverture.
donc avec donc une proposition de grande variété de typologies dans la production de logements nouveaux. C'est ce qu'on fait à l'échelle de la commune de Douvres, mais par exemple pour les plus petites communes, les communes rétro-littorales, ils ont des difficultés plus grandes, notamment à produire du logement social, bien évidemment, sachant que du coup on a indiqué qu'il s'agissait de produire plus de petits logements qui correspondent mieux à la demande, des logements sociaux, locatifs ou en accession. Et encore une fois, nous, sur nos projets, en tous les cas, on y inscrit au moins 25% de logements sociaux ou en locatif ou en accession. Ensuite, donc, favoriser l'installation de nouvelles entreprises, puisque donc, dans le cadre de notre stratégie de développement durable, là, qui date du premier mandat, l'idée était d'avoir un équilibre le plus cohérent possible entre le développement d'habitat pour loger, mais aussi d'activités économiques pour pouvoir offrir des emplois. Et le bon développement durable, c'est quand même de rapprocher le lieu du travail du lieu de l'habitation. Ensuite, donc, affirmer l'attachement du territoire aux activités portuaires et maritimes. Alors, sur la façade maritime, nous y encourage fortement. Et puis, le port de Courseulles-sur-Mer est quand même effectivement aussi un élément dynamique qu'on a souhaité souligner. Une offre commerciale forte sur l'ensemble de nos territoires, de notre territoire et de nos communes, pôles ou littorales. On a donc une offre commerciale qui est quand même assez significative par rapport à l'importance de notre territoire et à sa géographie. Conforter les activités orientées vers le tourisme, puisque le tourisme représente effectivement une activité économique particulièrement importante et avec des taux de remplissage d'ailleurs qui croissent chaque année, si j'en juge par la collecte de la taxe de séjour. Et puis donc, savoir accompagner une agriculture qui évolue, alors pas forcément toujours au rythme où on souhaiterait qu'elle le fasse, mais en tous les cas, qui a nécessité d'évoluer sur un certain nombre de sujets, donc avec la particularité sur notre territoire d'être une agriculture quand même de grande culture principalement par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres territoires. Sur l'axe 2, donc, un territoire qui agit face au dérèglement climatique et pour son environnement, sachant que, évidemment, nous avons une vulnérabilité particulière de notre zone littorale, qui conjugue un certain nombre de difficultés, submersion marine, remontée de nappes phréatiques et inondations. Donc, ils ont droit au cumul des trois sujets. Et donc, on a commencé à engager des études, d'ailleurs, au niveau intercommunal pour prévenir les choses. Et dans le PLUI, les communes qui sont touchées par le plan de prévention des risques littoraux ont gelé finalement la possibilité de construire de nouveaux bâtiments, même si sur certaines zones, ils avaient la possibilité de le faire. Donc, faire du traitement des risques une partie intégrante des projets à venir. Donc, systématiquement, évidemment, dans tous les projets engagés, il faut prendre en compte cette dimension. Et notamment, les questions d'infiltration sont systématiquement maintenant gérées, traitées, notamment à l'échelle des parcelles, ce qui n'était pas le cas par le passé. En tous les cas, pas dans les mêmes proportions. Donc, prévoir l'évolution des risques à venir, alors, en espérant qu'il n'y en aura pas beaucoup plus que ceux qu'on a déjà, puisque ceux-là sont déjà suffisamment difficiles à gérer, et surtout si nous étions face à un risque cumulatif partant des trois difficultés, submersion, remontée de nappe et inondation. Si on a un cumul des trois, plus un vent de nord, là, on est sûr qu'on aura du mal à lutter contre ces phénomènes météo qui, pour l'instant, nous touchent relativement peu sur notre territoire, quand même, globalement. Le dernier épisode, c'était l'épisode de neige en 2013. Quand on voit ce qui se passe, il suffit de regarder juste un petit peu la télévision, ce qui se passe sur d'autres territoires, il n'est pas certain qu'on puisse rester toujours et en tous les cas longtemps à l'abri de ces questions-là. Donc aménager le territoire dans le respect de la loi littorale est évidemment important. Alors avant j'en ai passé un, c'est pourtant le plus important sur l'évolution des PLUI. Donc poursuivre une réduction forte et progressive de la consommation foncière nouvelle, puisque donc la loi climat et résilience affiche une trajectoire qui doit nous amener à zéro artificialisation nette à l'heure d'aujourd'hui, qui va sans doute évoluer vers zéro consommation en extension urbaine, donc à l'horizon de 2050. Donc protéger les milieux naturels rares et précieux, là, c'est effectivement l'objet de classement, notamment en zone N, pour pouvoir permettre de maintenir ces milieux de façon le plus protégée possible. Le développement urbain qui intègre pleinement le naturel, ça c'est dans les règlements que ça se travaille. Et puis donc réduire significativement les besoins en énergie. Donc là c'est plus sur une perspective
réduction des consommations d'énergie, notamment sur nos bâtiments communaux, mais aussi en incitant les habitants à agir pour la réduction des consommations d'énergie, donc avec effectivement la nécessité d'accompagner ce que l'État propose dans le cadre notamment de France Rénov' et qui aujourd'hui est un peu discuté. Donc sur le troisième axe, c'est un territoire qui offre un haut niveau de qualité de vie. Je pense que les gens qui sont honnêtes le reconnaissent. En tous les cas, beaucoup de personnes de l'extérieur de notre territoire nous l'envient. Donc ça ne doit pas être totalement faux. Penser l'urbanisme en fonction des besoins en mobilité, accompagner l'essor des modes doux. Donc là, vous avez le schéma de l'armature de développement, du développement des mobilités douces qui est prévu donc, dans le cadre du schéma Cœur de Nac, sachant que sur notre commune à nous, on est déjà bien pourvu et on a des projets à assez court terme donc, pour poursuivre dans cette direction et surtout créer toutes les passerelles qui vont bien pour que l'ensemble des possibilités de se mouvoir de façon douce soient raccordées. S'appuyer sur des équipements structurants pour proposer des solutions de mobilité alternatives efficaces. Donc vous avez tous vu à l'entrée du territoire et de la commune aussi, du coup, la réalisation en cours du pôle d'échange multimodal, donc qui va permettre effectivement de limiter au maximum, en tous les cas, mais ça dépend, et ça, avant toute chose d'ailleurs, du comportement individuel. Il faut toujours rappeler que nous, on est là pour offrir les moyens de faire en sorte que les choses s'améliorent, mais si chacun ne change pas un peu ses comportements, ça ne s'améliorera pas au final. La responsabilité individuelle est de toute façon indispensable pour la réussite de toutes les ambitions que nous avons sur le champ notamment du développement durable. Donc anticiper les besoins en stationnement, alors là l'idée c'est d'essayer de réduire quand même l'usage de la voiture, hein, c'est ce qu'on a fait avec nos pistes cyclables notamment, et puis mettre en valeur aussi les temps réels que nous mettons lorsque par exemple on veut aller dans le centre-ville de Douvres, prendre sa voiture, souvent c'est plus long que d'y aller en vélo. Protéger le grand paysage, on a pris des mesures, donc notamment sur les terres agricoles qui sont en perspective de la mer et du grand paysage, donc de manière à limiter les constructions agricoles potentielles sur ces territoires. Respecter l'identité bâtie des formes urbaines existantes, donc l'idée c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse, tout ce qu'on va reconstruire maintenant, le fasse le plus en cohérence avec ce qui existe déjà, et donc protéger un patrimoine commun. Donc là, il y a notamment un certain nombre de bâtiments, d'endroits, de sites d'ailleurs aussi des haies aussi, qui ont été classés remarquables donc, et qui seront protégés à ce titre donc, par le PLUI. Donc voilà un peu les intentions du PADD. Donc tout ce qui suit derrière, finalement, toute la partie de construction du document, de réflexion que nous avons eue entre les communes donc, pour pouvoir répartir donc, les objectifs de constructibilité commune par commune donc, dépendent et sont issus directement de cette réflexion initiale du PADD de Cœur de Nacre. Donc pour ce qui concerne les objectifs chiffrés, donc le potentiel sur les 20 ans, hein, puisqu'on est sur l'échelle de temps qui va de 2020 à 2040, enfin 2021 à 2040 plus exactement, et donc le potentiel donc, qui a été réaffiné depuis cette réunion destinée aux élus se situe autour de 3700 logements, dont 2740 sont déjà partis. Et nous avons l'ambition, l'objectif de produire 950 logements en tissu urbain constitué, c'est-à-dire en interstitiel, avec toutes les difficultés que ça présente, puisque beaucoup de personnes ont été satisfaites de venir habiter la commune, et le premier réflexe que certains ont, c'est de le refuser à d'autres. Ma politique à moi, c'est que je ne refuse pas aux autres ce que je me suis autorisé moi-même. C'est ma façon de voir les choses. Donc, du coup, il y a effectivement un enjeu sur ces logements en interstitiel qui sont la déclinaison directe de la loi climat et résilience, hein, qui vise à limiter la consommation de terres agricoles, ce sur quoi tout le monde s'entend totalement. Mais la conséquence, sauf à souhaiter que
les communes périclites, c'est que donc un certain nombre de logements donc puissent se réaliser en interstitiel sur du tissu déjà urbain ou qui peut être transformé. On a, pour ce qui concerne Douvres-la-Délivrande, malheureusement, l'exemple du site de Batimétal qui voilà, va rentrer dans cette catégorie. Voilà, donc ce que nous avons fait en tous les cas au niveau de la communauté de communes Cœur de Nacre, ça s'est passé très différemment dans d'autres communautés de communes. Nous avons bien sûr des pôles principaux, mais on a laissé à chaque commune, c'était un enjeu pour chacune des communes, une possibilité, une perspective de pouvoir au moins maintenir la dynamique et les services qu'ils ont dans leur commune. Hein, il faut rappeler que si, du fait de la décohabitation, si on ne produit pas des logements, on perd des habitants. C'est mathématique. Et qu'une commune qui perd des habitants perd aussi des services, perd aussi des commerces et perd aussi une dynamique minimale. Donc que chacun s'entend à souhaiter, évidemment. Donc voilà, donc la répartition, alors le tableau il est un petit peu compliqué, sachant que l'essentiel de la construction en matière d'habitat, nous on l'a fait là sur l'écoquartier des Hauts-Prés, donc c'est l'essentiel de ce qui va représenter la consommation foncière, donc mis à part une autre opération donc, dans le domaine de l'habitat sur le futur PLUI. Le reste se fera en interstitiel ou en développement économique, puisque notre commune est repérée comme la commune sur laquelle le développement économique du territoire de Cœur de Nacre doit appuyer sa présence. Donc voilà les différents éléments principaux, sachant que le SCOT de Caen Normandie Métropole donc, nous a donner un potentiel, puisque le SCOT est en train d'être modifié. Il y a une modification simplifiée du SCOT, du schéma de cohérence territoriale de Caen Normandie Métropole, qui couvre Caen-la-Mer et donc les communautés de communes qui sont autour, hein, donc Vallès-Dunes, Vallée de l'Orne et de l'Odon, Saint-Gall Suisse normande, Cœur de Nacre, donc, qui donc, a choisi de mutualiser donc, la possibilité et les perspectives, les capacités que nous avons de pouvoir construire sur l'ensemble de notre territoire. Et donc ensuite, donc, le SCOT de Caen Normandie Métropole répartit par collectivité, par communauté de communes, en fait, les possibilités, les perspectives de constructibilité pour les communes. Constructibilité qui peuvent être donc habitat, économie et bâtiments publics à destination donc d'usage public, puisque ces bâtiments consomment du foncier de la même manière. Donc, pour rappel, notre territoire, sur la décennie 2011-2020, donc, avait consommé à peu près la moitié de ce que toutes les autres intercommunalités, chacune d'entre elles, avaient consommé donc, sur la même décennie. C'est-à-dire que là où nous, on avait consommé à peu près 70 hectares, la plupart des intercommunalités autour de Caen-la-Mer, hein, puisque Caen-la-Mer est pas comparable avec nous, mais les autres intercommunalités le sont. Nous avons consommé à peu près seulement 50% de la consommation foncière que eux donc avaient consommé sur la même décennie. Donc évidemment, si on était parti sur la réflexion inhérente donc à la loi climat et résilience de notre consommation foncière à nous, si on avait dû réduire de 50% 70 hectares, du coup, il ne nous serait pratiquement rien resté pour pouvoir consommer, sachant qu'on a un certain nombre d'opérations qui étaient déjà commencées et qu'on n'aurait même pas pu terminer d'ailleurs, pour le coup. Donc la mutualisation à l'échelle du SCOT de Caen Normandie Métropole nous accorde à nous, il y en a un petit peu plus pour certaines autres collectivités, donc une possibilité, une perspective de consommation foncière d'environ 90 hectares. Sachant que pour ce qui nous concerne, nous, à ce stade, les choix qui ont été faits au niveau de nos communes représentent une consommation foncière totale sur les 20 ans de 80 hectares. C'est-à-dire qu'on garde à peu de choses près donc, le rythme que nous avions eu dans la décennie précédente, mais cette fois-ci sur 2 décennies. C'est-à-dire qu'on réduit de 50% finalement. Donc voilà, avec donc un équilibre aussi sur la consommation important, je l'évoquais tout à l'heure, pour l'activité économique, c'est-à-dire que là aussi, contrairement à d'autres territoires, là on a limité à 52 hectares la consommation pour l'habitat,
Et donc, on a souhaité garder 20 hectares pour la consommation économique, de manière à pouvoir permettre d'accueillir des emplois, donc pour que les personnes qui habitent le territoire puissent trouver des emplois, et puis dans l'autre sens, pour que les personnes qui viennent travailler sur le territoire puissent trouver des logements, puisque c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui un certain nombre de nos entreprises butent, c'est-à-dire qu'un certain nombre de salariés ne peuvent pas venir sur notre territoire parce que tout simplement ils ne trouvent pas de logement aujourd'hui. Le logement en location, par exemple, pour en trouver, c'est très très compliqué, voire impossible. Donc voilà sur les points essentiels. Je ne sais pas à ce stade s'il y a déjà des... Je ne vous propose pas de rentrer dans toute la partie réglementaire qui est vraiment très technique, mais voilà, ça, ce sont les points essentiels que nous avions à voir. Alors on a évidemment sur la partie réglementaire donc un zonage qui a été resserré, puisque là où nous avions 11 PLU, puisque Bali n'avait pas de PLU, là nous avons un PLUI. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord sur des zonages identiques, sachant que vous savez bien que Douvres particulièrement le sait. Nous avons des habitants de Luc qui sont tout proches de Douvres, ou des habitants de Langrune qui sont tout proches de Douvres, qui même habitent à Douvres plus qu'à Langrune et plus qu'à Luc. Et donc il est quand même plus cohérent d'avoir des zonages et des objectifs qui soient identiques. Donc voilà sur les différents points. Donc du coup, tous ces points ont été revus donc en réunion intercommunale le 15 mai. Après donc toute une série de réunions, de concertations, d'ateliers, donc qui nous ont amenés donc à prendre en compte un certain nombre de propositions. Et on avait aussi retenu un cabinet dès l'origine qui permettait donc de pouvoir sur un site internet aller cibler des espaces et faire des commentaires pour qu'on puisse aussi prendre en compte de cette manière donc les sollicitations, les propositions et les suggestions que les habitants directement pouvaient faire. Voilà, donc aujourd'hui nous en sommes à la phase de l'arrêt. Cette phase va être suivie donc, du coup, de l'étude par chacun des conseils municipaux des 12 communes, puisque Béni, qui nous rejoint le 1er janvier 2026, reste, lui, attaché au PLUI de Seul-Terre-et-Mer, qui est en cours d'arrêt comme nous, en fait. Ils vont avoir le même timing à peu près que le nôtre. Ensuite, donc, il y aura 3 mois donc, laissés aux personnes publiques associées, donc État, chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce, eau du bassin canet, voilà, toutes les structures qui sont habilitées à donner leur avis sur ce PLUI. Alors, bien sûr, je vous dis qu'on a eu 6 réunions avec eux, donc on a déjà travaillé avec eux de façon assez approfondie sur ces questions, et notamment on a refait une réunion avec la Chambre d'agriculture très récemment. Et ensuite, donc, il y aura l'enquête publique donc, qui durera 1 mois et pendant laquelle les habitants pourront de nouveau, enfin toute personne d'ailleurs du territoire notamment, mais toute autre personne également, faire des remarques au commissaire enquêteur qui sera ou qui seront, puisque sur les PLUI, parfois, il y a 2 commissaires enquêteurs et pas un seul. Donc, et à l'issue, donc, il y aura l'adoption définitive du PLUI. Sachant, c'est important, j'ai dit à certaines personnes déjà que faute d'une adoption du PLUI, ce sont les PLU actuels qui continuent de fonctionner avec des perspectives de consommation foncière qui restent sur les standards anciens, donc beaucoup plus importants, puisque sur notre territoire, par exemple, le SCOT de Caen Normandie Métropole nous donnait pour la même période près de 140 hectares à consommer. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Oui. Vas-y. C'est au niveau pluvial. C'est vrai que on constate depuis un certain temps certain, lié d'une part
le côté agricole où les terrains sont de moins en moins absorbent de moins en moins, pas de création de haies. Enfin, je veux dire, donc de plus en plus d'inondations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, on arrive à orienter vers beaucoup plus de densité avec je dirais, on double la construction sur les parcelles, donc ça va encore créer des apports lors des pluies plus importantes, parce que, alors bon, ce qui est dit, c'est que ça va s'infiltrer, ce que je doute un peu. Je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus pour dire, même si on crée sur des petites parcelles des puits d'infiltration, tout va s'infiltrer quand il y aura des grosses pluies. Mais j'ai quand même une grande crainte que la partie gestion des eaux pluviales soit difficile à gérer à l'avenir. C'est une remarque. Bon, après, voilà, c'est pour faire une première remarque sur ce poste. Alors, c'est un sujet, hein, donc le même jour, en conseil communautaire, nous avons voté la prise de compétence eau assainissement. Nous n'avons pas voté la compétence eau pluviale, sachant que le pluvial, à ce stade, reste de la compétence des communes. Là encore, ça repose sur la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que sur chaque permis de construire, il faudra que la personne démontre sa capacité à infiltrer sur la parcelle. Après, le comportement que chacun va avoir parfois diverge de ce qui est inscrit sur les documents. Si les personnes sont en conformité totale et sur un temps long sur les dispositions qui sont prévues dans leur demande de permis de construire, normalement, il n'y a quasiment plus de fil d'eau qui est autorisé, donc normalement tout doit s'infiltrer sur la parcelle. Donc après, voilà, quand je le disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus parce que sur tous les sujets, c'est vrai aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens donnent des leçons aux autres, mais dans leur comportement individuel, voilà, vont pas forcément jusqu'à les traduire dans leur choix personnel. Donc il faudra, si on veut réussir tous ces enjeux-là, il faudra que chacun aussi, à son niveau individuel, donc respecte les choses qu'il demande aux autres de faire. Et donc par ailleurs, donc sur notre territoire, je pense que hors des événements climatiques vraiment exceptionnels, on a en tous les cas sur la commune, on a un réseau pluvial déjà qui est très correct. On a fait quelques travaux d'ailleurs qui, sur les endroits où il y avait des sujets, permettaient de les régler. Nous allons, dans le cadre de l'intercommunalité, traiter la problématique des inondations sur Plumetot-Cresseron. Notamment, c'est plutôt Cresseron qui est le point bas, donc c'est plutôt sur Cresseron que ça se situait. Donc, en dehors de situations exceptionnelles, mais que de toute façon, tous les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre ne pourraient pas permettre de résoudre. De toute façon, je crains que des effets comme ceux que j'ai vus encore aujourd'hui à la télévision sur certaines régions, quand vous êtes face à des situations climatiques pareilles, vous pouvez avoir prévu tout ce que vous voulez, ça passe bien largement au-dessus de ça. Parce que dans la question des inondations, il y a la question de l'impact de l'inondation, mais ce qui pour moi est plus important, c'est la question de la récurrence des inondations, ce qui est très différent. Et donc, ce n'est pas la même chose que d'avoir un risque d'inondation tous les 10 ans ou d'avoir un risque d'inondation tous les mois. Ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, sur notre territoire, le risque, il est plus sur un risque, je dirais, de moyen terme, ce qui n'interdit pas de prendre toutes les dispositions, par ailleurs, hein, pour le prévenir au maximum. Et notamment des travaux sur ce risque d'inondation et de submersion marine, encore une fois. Hein, donc on a des communes littorales qui sont à protéger de façon importante et prioritaire, et c'est la compétence de l'intercommunalité, donc qui le fait déjà de façon récurrente depuis de nombreuses années, mais tu le sais bien. C'est plus à dire, je veux dire, je ne sais pas s'il y a une étude un peu globale là-dessus, mais effectivement, d'un côté, il y a, je dirais, la partie agricole où je ne vois pas grand-chose dans le poste qui permet de dire, on va essayer de se limiter. On a réservé peut-être des zones de haies pour limiter
le ruissellement. D'autre part, sur certains secteurs, peut-être que, selon les études hydrogéologiques, l'infiltration va être difficile sur les parcelles et que peut-être dans ce secteur-là, il faut envisager des traitements d'infiltration comme il se fait sur des eaux, comme il se fait par exemple sur la ZAC où il y a des bassins d'orage, quoi. Mais je veux dire, sur des secteurs où il n'y a pas grand-chose et dire il faut infiltrer si la qualité du sol fait que rien ne s'infiltre, je veux dire, quoi qu'il arrive, ça ira rejoindre le point, quoi. Non, tu as raison sur ce point, sachant que du coup ça milite pour que les opérations qui se fassent soient des opérations de suffisamment grande envergure pour pouvoir prévoir tous ces outils. Parce qu'effectivement, à la parcelle individuelle, la question sera plus compliquée à traiter. Ça, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ça va être au service d'instruction, à ceux qui signeront les permis de construire, d'être hyper vigilants sur ce que les gens produiront à ce stade. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Bon, c'est des sujets qu'on a déjà vus à plusieurs reprises, hein. Est-ce qu'on reste dans les généralités ou est-ce qu'on rentre dans le détail de certaines zones? Après, non, pas. On l'a fait récemment, mais on peut... J'ai deux questions. Vas-y. J'étais sollicité, je pense que Jack aussi. J'ai déjà posé la question la dernière fois sur le bâti-métal, donc sur l'emprise bâti-métal. Je n'ai pas bien vu sur le plan où est la fameuse COP bio. Donc on est sollicité par les administrateurs. Tu as parlé de 2030. Est-ce qu'on reste toujours sur une échéance assez lointaine? Ah bah oui. D'accord. Donc oui. c'est toujours ça. Non, mais c'était oui. pour leur... Oui, parce que là, aujourd'hui, le site, il est acquis par le PFN pour le compte de l'intercommunalité, qui a la compétence économique. Il faut déjà régler cette question-là. Donc, on ne va pas réinstaller une activité économique là. Pour ceux qui passeront derrière moi, je leur souhaite bien du plaisir dans ce cas-là, parce que j'ai dû réguler pas mal de conflits avec le voisinage pendant de nombreux mois, années. Mais l'idée, effectivement, c'est de repartir de l'option qui avait été proposée d'ailleurs par une étude de l'EPFN qui a été faite en 2018. D'accord. Donc on peut les rassurer avant 2030. Mais alors, de toute façon, dans l'OAP, il n'est pas prévu de toucher à l'épicerie bio en tant que telle. Hein. Ouais, mais d'accord. Oui, donc c'est pas prévu du tout. C'était sur limite de zone. Non. Alors, le secteur est intégré dans le secteur de l'OAP, mais l'idée, c'est que ce qui est plus gênant aujourd'hui, y compris esthétiquement, puisque sur le PLUI, on a eu une discussion sur le sujet, on est plus sur la question, la logique urbanistique, on était plus sur la logique urbanistique. Donc, ce qui est plus gênant aujourd'hui, c'est pas l'activité de la coopérative bio. Non, c'est le bâtiment en lui-même. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, ça en fait partie aussi. Je veux dire, sans bâtiment. Oui, non, mais tout à fait. Après, là aujourd'hui, on a fait une OAP qui permet effectivement de préciser les contours et de donner des obligations, parce que finalement, une OAP, c'est fait pour mettre des contraintes potentielles à toute personne qui pourrait avoir l'ambition de construire, parce que ça pourrait être une collectivité, mais ça pourrait être aussi un promoteur privé directement qui rachèterait le terrain. C'était ce qui était prévu pour Batimétal d'ailleurs. Hein. C'était un promoteur immobilier parisien qui devait racheter. Donc lui, derrière, il ne va pas s'occuper de ce qui va se passer à côté. Donc là, l'OAP permet de préciser certaines implantations, permet de préciser aussi les espaces qu'on souhaite conserver, donc arborés, plantés, etc. Enfin voilà, donc toutes les personnes qui viendront avoir un projet sur ce site seront contraints par l'OAP en question. Et en termes de hauteur de bâtiment, est-ce que pour l'instant c'est défini, c'est pas défini? Alors l'OAP prévoit que les seules constructions un peu hautes qui pourraient avoir lieu, c'est le long de la voie des Alliés, et que plus on va aller vers la partie de l'habitat, oui, bien sûr. Dans tous les projets, de toute façon, c'est ce qu'on fait. Une dernière question. Vas-y. Tu m'avais sollicité là pour voir ce qu'il y avait comme bâtiment remarquable, construction remarquable. On l'a fait, je l'ai pas vu, alors je sais pas où j'ai pas trouvé. Ils ont été retenus de toute façon. Ça fait partie de l'annexe. On a travaillé avec Nicolas dessus, donc parce que la totalité du PLUI, c'est un document de plusieurs centaines de pages. Donc ça a été retenu. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Okay, merci. Oui, de la même façon qu'on a ajouté des protections sur les haies. Raphaël en parlait. Donc planter des haies, si on peut, c'est bien. En tous les cas, les collectivités le font. Notre territoire était... Moi, j'ai regardé des cartes de 1900 à peu près, puis on avait, avec Christophe, notamment sur le secteur de Tailleville, on a vu des cartes qui datent de centaines d'années. Et il n'y a pas de haies ou très peu de haies. Notre territoire, de façon traditionnelle, c'est un territoire de maraîchage
et avec très peu de haies. Partout où on peut en replanter, on en replante. Et des arbres, je pense qu'au niveau de la collectivité, de la commune, je ne peux même pas compter le nombre d'arbres qu'on a plantés, mais en tous les cas, on en a planté beaucoup. Toutes les protections qui sont prévues sont inscrites. Hein. Ça, c'est indispensable. Il faut déjà protéger tout ce qui existe avant d'essayer de développer. C'est vrai que les discussions, notamment avec le monde agricole, sur la recréation de haies sont toujours un petit peu compliquées parce qu'il y a la question de l'équilibre économique de la haie, qui l'entretient, etc. à chaque fois qu'il se pose. Et de la nature de la haie aussi, parce que ce n'est pas n'importe quelle haie que le monde agricole souhaite accepter. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut évacuer, parce que je pense qu'il y a certains agriculteurs qui sont prêts à jouer le jeu, mais c'est quelque chose qui est plus de moyen long terme. Protégeons déjà tout ce qui existe dans un premier temps. On parle des haies, mais c'est effectivement un des éléments d'infiltration. Mais comme tu le disais, il y a... Là, c'est bon. Comme tu le disais, dans les temps anciens, c'était du maraîchage. Et je pense que les terrains étaient beaucoup plus absorbants qu'actuellement. Et effectivement, on a parlé des haies, mais je pense qu'il ne faut pas cibler sur les haies. C'est un des éléments et je pense que la qualité des sols pour limiter les inondations est sans nul doute la principale chose. Et si on avait des terrains avec un certain centimètre de biodiversité, d'humus, etc., on n'aurait pas ces problèmes-là. Je sais. Mais les pratiques agricoles qu'on a sur notre territoire ne sont pas forcément tout à fait celles-là. Et pas facile de les changer. Hein. Dans les discours, on peut toujours en parler. Dans la réalité, je vous invite à vous confronter aux personnes concernées pour comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur le sujet ? Par rapport à l'avis, on a convenu dans une réunion de préparation du Conseil d'ajouter pour ce qui concerne la commune de Douvres une réserve sur une OAP. Alors encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, les OAP ont été réfléchis par rapport à une logique urbanistique. Hein. Et là, en l'occurrence, une des OAP concerne également une activité économique. Et donc, il est évident que si on doit privilégier et préserver les questions urbanistiques, il ne faut pas que ce soit au détriment d'activités économiques qui existent. Donc, la proposition de délibération sera un avis favorable assorti d'une réserve sur l'OAP Voie des Alliés numéro 2, pour ce qui concerne la commune de Douvres-la-Délivrande. Je n'étais pas là à la réunion, je suis désolé. Une réserve, ça veut dire qu'il est possible de revenir sur... C'est ça, en fait. Oui. D'accord, c'est ça. Bien sûr. Donc, c'est pas... Bien sûr. Okay. C'est l'objet, hein, c'est que ça marque les choses, et donc du coup, c'est forcément quelque chose qu'il faut revoir. Pas d'autres questions, donc je vous propose de passer au vote. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable sur le projet de PLUI de la communauté de communes de Cœur de Nacre, arrêté par le Conseil communautaire en date du 15 mai 2025, avec, pour ce qui concerne la commune de Douvres, une réserve sur l'OAP Voie des Alliés 2, compte tenu des risques sur l'activité économique qui est présente sur le site. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, merci. Donc, il nous appartiendra maintenant de mettre tout ça en musique et de faire en sorte que on concilie le développement, la qualité de vie, voilà ce qu'on a essayé de faire depuis de nombreuses années, pour pouvoir maintenir l'attractivité de notre commune et de notre territoire de Cœur de Nacre, qui effectivement, de par sa diversité, son équilibre aussi entre les différentes communes, présente un intérêt que d'autres territoires ne présentent pas nécessairement. Tout à l'heure, je l'ai un peu souligné. Il y a quand même beaucoup d'intercommunalités où la commune centre, finalement, concentre vraiment beaucoup du développement du territoire. Et du coup, les petites communes sont condamnées, quelque part, à être des toutes petites communes, et puis peut-être un jour... plus des communes du tout, quoi. Béni, par exemple, STM n'a aucune capacité de développement de l'urbanisation,
en extension urbaine. Et c'est vrai pour beaucoup de communes. Et Béni n'est pas une toute petite commune, c'est une commune de 500 habitants. C'est une petite commune, mais c'est pas non plus une toute petite commune. Donc nous, on a veillé et on a respecté aussi la répartition au sein de notre territoire pour permettre à des communes qui ont déjà une dynamique de la conserver et pas de se retrouver en situation délicate. Quand on franchit certains espaces en France, hein, on voit des bourgs entiers qui sont complètement fermés. C'est pas vraiment l'avenir qu'on peut souhaiter à notre territoire. On passe à la délibération numéro 2. Donc, le Sentier des Arts qui a connu une fréquentation importante. J'ai même du mal à me frayer un passage en vélo entre les piétons sur la promenade Thomas de Douvres, mais tant mieux. Du coup, sur ce Sentier des Arts, donc, on a l'association ADN Photo qui est présente depuis toujours et qui, en fait, donc, du coup, fait une exposition en hors les murs, donc, qui est financée de façon annexe et pas directement par la commune. Ce sont eux qui gèrent, qui prennent en charge toute la conception et toute la réalisation des moyens d'exposition de leurs œuvres. Il faut reconnaître quand même toute la qualité des œuvres qui ont été présentées et le saut qualitatif chaque année en fait de ce que les différents artistes présentent du coup. En tous les cas, ce sont les retours que nous avons eus en nombre important. Donc c'est une manifestation qui maintenant elle arrive à sa 9e année, hein, c'est ça Alain ? 9 ou 10, oui. Bon. Enfin, en tous les cas, c'est à 9 ou 10 ans, c'est là qu'on commence à asseoir une manifestation. 9e, c'est ça. Ok, bon, donc 9e cette année. Et donc, du coup, l'important, c'est qu'elle soit bien inscrite maintenant, bien ancrée, et que les gens en fassent un rendez-vous annuel apprécié et qui dure, puisque le hors les murs reste présent jusqu'à fin août au minimum. Voilà. Donc voilà, il s'agit d'accorder pour eux une subvention donc, qui va couvrir strictement, évidemment, les frais de leur exposition, donc pour un montant de 180 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Je vous propose donc d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 180 € à l'association ADN Photo, en disant évidemment que les crédits sont prévus inscrits au budget 2025. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie pour eux. Ça aurait été dommage qu'on ne le vote pas puisqu'ils l'ont fait. Ce qu'on a convenu, c'est que pour le prochain exercice du Sentier des Arts, en espérant qu'il y en ait un évidemment, du coup, la subvention soit versée avec la subvention à l'association. On ne peut pas refaire une demande de subvention spécifique uniquement pour cet objet du Sentier des Arts. Voilà, donc l'ordre du jour est épuisé, comme moi. Donc je vous propose d'arrêter là nos travaux en vous remerciant de votre présence physique ou à distance. Et on va pouvoir passer aux questions diverses, oui, Christine ? Oui, oui, vas-y. J'avais une question par rapport aux 2 équipements sur les vélos, là où il y a le premier équipement sur la place des Marronniers pour les réparations vélos, et puis l'autre équipement sur le rond-point de l'Europe par rapport donc au parking à vélo, je suppose. J'ai été interrogée par rapport à ces 2 projets pour savoir qui était à l'origine du projet et le financement. Et puis aussi plus particulièrement par rapport à la super grande cage, je dirais, de parking vélo. Pourquoi elle est si haute et comment on l'utilise ? Parce qu'il y a un QR code, il y a un digicode et tout ça, mais je ne sais pas comment on l'utilise. Alors, l'option, c'est commune. Le financement, c'est Cadre Blanc, dans le cadre de l'accord qu'on a avec Cadre Blanc pour la publicité sur les mobiliers urbains. Et donc, qui ont accepté donc, de participer au financement de ces 2 équipements. Donc, ce sont eux qui les ont choisis, pour le coup.
Donc l'équipement, donc la cage comme tu dis, donc qui donc a été posé par leurs soins. Nous, on avait réalisé le socle en béton et eux ont réalisé la pose. Pour l'instant, on a encore des discussions à avoir avec eux parce qu'on avait convenu d'un système qui nous paraît opérant et simple, c'est-à-dire une ouverture par le biais des téléphones portables, donc sur la base de téléphones portables qu'on repère, bien sûr, hein. Mais s'il faut qu'on donne des clés, par exemple, à chaque fois, ça va devenir un sujet un peu difficile à gérer. Puis on sait toutes les difficultés qu'on a pour gérer les clés. Tu as suivi le monde associatif, donc tu sais bien que quand on commence à donner des clés de tous les côtés, on a toutes les chances ou d'en perdre ou de les voir se dupliquer sans qu'on ait forcément cette volonté-là. Donc on a encore à caler avec eux, c'est pour ça que c'est pas ouvert encore à ce stade. Donc le moyen de trouver quelque chose de simple et d'opérant pour ouvrir ce lieu et qui soit donc fermé. Alors pour la hauteur, donc c'est standard en fait, hein, c'est un truc standard. Alors qui peut permettre du coup potentiellement d'avoir, pour l'instant, on n'est pas parti sur cette hypothèse-là, mais de pouvoir mettre des vélos sur 2 niveaux en fait. Hein. Il y a les grands parkings à vélo. J'ai vu là tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps à Lyon, ils ont prévu un parking à vélo, mais de milliers de vélos. Donc, mais en Hollande, c'est déjà comme ça. À Amsterdam, il y a déjà ça. En fait, ce sont des racks avec plusieurs hauteurs, en fait. Là, donc, on a la capacité, éventuellement, ça pourrait nous permettre, sans remettre en cause l'objet, de pouvoir, si on a beaucoup de demandes de vélos, de mettre en place un système qui permette d'accueillir 2 fois plus de vélos, pratiquement. Donc on espère pouvoir l'ouvrir prochainement, parce que ce serait dommage. Et le système de réparation de vélos, donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils avaient accepté de financer. C'est nous qui avons choisi le lieu de l'implantation, en tous les cas. D'accord. En fait, les racks, tu as des racks avec un vélo au sol, et tu montes ton vélo, ça se glisse, ça se tire et ça se remonte, en fait, avec le vélo. Il y en a beaucoup enfin maintenant, tous les gros projets d'équipement vélo, parce qu'il faut se rendre compte que l'usage du vélo s'est quand même beaucoup intensifié. Le vélo électrique, notamment, a contribué à ça. Hein. Donc, beaucoup de villes commencent à réfléchir à ça. Alors, il y aura bien évidemment un outil de cette nature plus important au pôle d'échange multimodal. Pas forcément le même, d'ailleurs. D'accord, donc je pourrais renseigner au besoin. Peu, parce que du coup, j'aimerais bien qu'on trouve une solution quand même parce que là, tout de technique. suite, c'est un digicode, hein, ouais. la serrure. Là. Donc, c'est pas très sécure comme système. Et j'avais une autre question, c'est par rapport à cofonder, puisque j'ai vu que dans le budget, il n'y avait pas de ligne budgétaire par rapport au renouvellement de cofonder. Mais donc, il est toujours proposé comme outil participatif sur le site de la commune. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent. Donc voilà, c'était une question. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas, je veux dire, si on ne l'utilise pas, à quoi bon le laisser effectivement comme. Oui. Après, on continue de regarder ce qui est proposé. Mais du coup, l'outil était de toute façon désuet et destiné à ne pas évoluer, hein, puisque la personne qui l'a réalisé, qui avait le mérite d'être parmi les premiers à avoir d'ailleurs conçu ce type d'outil, donc n'a pas pu ou su le faire évoluer suffisamment pour correspondre aux standards qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc il faudra de toute façon passer à un autre, avec un autre outil, et peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions d'ailleurs que ce type d'outil pour assurer la même finalité. C'est pas... On peut faire des consultations directes, enfin il y a plein d'autres solutions qui peuvent être aussi opérationnelles, voire même peut-être plus opérationnelles. Cofonder finalement nous a surtout servi sur le foyer et le devenir du foyer. C'est surtout pour ça finalement qu'il a été utile, puisque les personnes donc se sont exprimées sur la destination future du site en nombre suffisamment important pour que ça ait aussi du sens, parce que si on a 10 personnes qui répondent, du coup qu'est-ce qu'on fait de 10 réponses sur 5000 habitants? C'est pas suffisamment représentatif pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc c'est quelque chose qui va être de toute façon petit à petit laissé de côté. Tant qu'on n'a pas de solution alternative vraiment satisfaisante, les personnes peuvent continuer. Alors
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent plutôt la boîte info ou contact de la commune et qui donc nous font remonter des informations plutôt par ce biais-là. Qui sont d'ailleurs souvent des informations remontées à titre individuel et sur des problématiques très individuelles. Très peu sur des projets liés à l'intérêt de la commune. Parce que je me dis, si on ne paye plus, je veux dire, il va rester fonctionnel. Oui. Bah, de toute façon, on s'est mis d'accord avec le porteur du site. Hein, c'est Jean-Pierre et Émilie qui l'ont vu. Lui, il arrête de toute façon la gestion de cet outil, parce qu'il a lui-même convenu que l'outil qu'il avait aujourd'hui n'était plus à niveau par rapport à ce qui est attendu potentiellement pour ceux qui font encore ces choix-là. Parce qu'encore une fois, maintenant, il y a des outils et des moyens aussi différents de pouvoir pratiquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non? Eh bien, du coup, je vais vous remercier. Alain nous a prévu